Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Districtement Habitat, qui est un rendez-vous 100% virtuel, 100% habitation. C'est produit par l'APCHQ Montréal Métropolitain, présenté par Duproprio, en collaboration avec Desjardins Assurance. Aujourd'hui, on va aborder toutes les étapes nécessaires à la réussite d'une vente d'une propriété. Bonjour tout le monde. Pour les 30 prochaines minutes, on va aborder toutes les étapes de mise en vente d'une propriété pour réussir sa mise en marché et finalement vendre notre propriété avec succès. Pour parler de ce processus de vente d'une propriété, j'ai la chance d'avoir avec moi des experts dans leur milieu. J'ai deux notaires de chez Duproprio. J'ai Marjorie Paul et puis j'ai Véronique Laure-Jacques. Allô? Bonjour. J'ai la chance d'avoir un inspecteur en bâtiment. On entend parler souvent de ça lorsque les acheteurs les mandatent, mais je trouvais intéressant d'avoir M. Richard Oliva, qui est technologue et inspecteur en bâtiment pour Habitation Prestige. Habitation Prestige, Ça me merci. fait plaisir. Merci d'être là. Oui, on va parler d'inspection pré-vente. Ah, OK, c'est bien. Hein? Et puis, Très important, très important. Ça. Merci Richard. On va te mettre beaucoup de lumière sur ta profession. OK, merci. J'ai aussi le bonheur d'avoir Louis Bergeron, qui est évaluateur agréé, qui se trouve être chez HPDG associé. Merci. Merci Louis. On va pouvoir discuter donc de 4 étapes. La préparation de la propriété, préparation des documents qu'on va avoir besoin pour mettre en vente. On va parler également de la deuxième étape qui est la fixation du prix de vente, donc l'établissement de la valeur marchande pour ensuite mettre en vente. On va regarder ensuite la mise en marché. Pour la mise en marché, j'aurais aimé ça avoir un représentant chez Duproprio pour venir nous parler de ce qu'il fait, de ce qui est important, mais comme ça fait très longtemps que je travaille pour Duproprio, je vais être en mesure de quand même vous donner des conseils de mise en marché, ceux qui regardent l'émission. Puis on va aussi avoir la chance de découvrir un petit on va appeler ça quoi? Une passion cachée d'une de nos notaires qui a fait du home staging dans une autre vie. Donc, ça va pouvoir nous parler de certains conseils là, qu'on pourrait mettre en application. Oui. Et puis, la dernière étape, bien sûr, ça va être de tout gérer là, la finalité de la transaction, donc la négociation, la rédaction des offres d'achat, puis la réalisation des conditions. Maintenant, quand on regarde en fait une transaction immobilière, c'est une grosse démarche, ça peut stresser bien des gens, mais c'est beaucoup plus simple que ça l'est en réalité quand on est bien accompagné. Puis c'est un peu justement la raison pour laquelle on va regarder ça ensemble. Ce que je voulais voir avec vous autres, là, la première étape, là, c'est justement de la préparation de la propriété. La préparation de la propriété, est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'un principe de base, c'est qu'une propriété qui est propre, qui est bien rangée, qui est mise en ordre, va être pas mal plus intéressante qu'une propriété qui est négligée et qui est en bordel? Absolument. Très d'accord. Hein? À ton avis, oui. Toi, tu as fait ça, tu le sais. Moi, j'en ai acheté beaucoup, j'en ai vendu moi-même des propriétés. Mais c'est quoi les conseils qu'on peut donner aux propriétaires qui pensent à mettre sa propriété en vente puis qui veut s'assurer de bien faire les choses avant la venue du photographe qui, lui, va immortaliser la propriété pour la mise en marché? Bien, la première chose, moi, ce que je pense, c'est d'épurer. Plus c'est épuré, plus ça donne l'impression à l'acheteur qu'il est chez lui, qu'il n'a pas l'impression d'être chez la personne, en fait. Donc, en épurant, en enlevant même des photos, beaucoup de gens, parfois, sont un peu, disons, offusqués, si je peux utiliser ce mot-là, du fait qu'on leur demande d'enlever... Donc, dépersonnaliser la maison. Exactement. D'enlever leur photographie ou des trucs du genre. C'est mieux parce qu'on laisse la place à l'acheteur de s'imaginer sans avoir à être obligé de faire le remplacement dans sa tête avec cette photo et la mienne. C'est très précis ce que je viens de dire, mais c'est exactement ça et ça aide énormément. Donc, on libère les lieux, on se défait des éléments de la propriété qui sont encombrants, qu'on n'a plus besoin. De toute façon, on va vendre, donc c'est une bonne idée de faire le ménage tout de suite. On dépersonnalise, puis est-ce que je me trompe aussi si... il y en a qui sont en amont de leur projet de mise en vente, si on pourrait faire certains petits travaux, mais de peinturer avec des couleurs pâles ou même tout en blanc, c'est une bonne affaire? Et voilà, les peinturer, réparer quelques petites choses, ça n'a pas besoin d'appeler un grand spécialiste pour aller refaire, par exemple, la cuisine en entier. On peut rafraîchir. Il y a beaucoup de choses à faire qui peuvent être très, très, très simples.
très peu coûteux, puis qui peuvent emmener des résultats vraiment magnifiques. Surtout lorsqu'on parle justement de peinture, il y a des couleurs qui étaient à la mode à une certaine époque, puis qui peuvent encore personnellement être intéressantes, mais qui, au goût du jour, aujourd'hui, c'est surtout ça, c'est d'aller voir le goût du jour, puis de se dire, premièrement, quand c'est clair, ça a l'air vraiment, c'est lumineux, c'est parfait, on se sent bien. OK. Donc, je pense que c'est ce qui est intéressant à faire. Donc, d'éliminer les couleurs foncées, mettre du pâle, un gallon de peinture, ça coûte pas cher, puis un peu d'huile de bras, mais tout le monde est capable de mettre l'épaule à la roue. On passe ensuite à la préparation des documents qu'on pourrait avoir avant de mettre en vente. On peut le faire en partie pendant le processus de mise en vente, mais pourquoi ne pas se préparer à l'avance? J'ai 2 documents qui me viennent à l'esprit, la déclaration du vendeur puis le certificat de localisation. Ouais. Hein? Moi, je voudrais commencer avec la déclaration du vendeur parce qu'on va faire ricocher avec l'inspecteur après. Dans la déclaration du vendeur, dans le fond, c'est quoi une déclaration du vendeur? C'est une liste de questions auxquelles le propriétaire doit répondre? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la déclaration du vendeur n'est pas obligatoire en tant que telle, mais ce qui est obligatoire, c'est de divulguer ce qu'on sait à notre acheteur. Donc, c'est l'outil pour le faire. C'est vraiment une façon de peindre le portrait de notre propriété. Donc, ce qui est important, dans le fond, c'est de prendre le document, répondre question par question au meilleur de notre connaissance, de donner le plus d'informations possible, parce qu'en réalité, ça nous protège de 2 choses. Ça protège premièrement de l'inspection, parce que tout ce qu'on divulgue dès maintenant, si l'inspecteur relève les mêmes points, l'acheteur ne pourra pas vraiment revenir là-dessus, renégocier là-dessus. Et deuxièmement, contre les vices cachés, parce que tout ce qu'on divulgue dès maintenant, ben ça peut pas être caché, on en a parlé. Donc, c'est pertinent de mettre les détails. Des fois, des gens, souvent, la question qui revient ou le commentaire qui revient, c'est « Ah, mais j'ai peur de faire peur à mes acheteurs. » C'est pas une question de faire peur, on veut donner l'information pour que la personne puisse faire son œuvre de manière éclairée. OK. Ben moi, je trouve ça intéressant. Donc, d'en dire plus que nécessaire, c'est une bonne affaire. Moi, je fais du coaching, je parle beaucoup avec les clients aussi. Ce que je remarque en réalité, c'est que c'est assez facile de divulguer une information quand on est en mesure de l'expliquer. Hein? Si, par exemple, on divulgue un élément qui est un irritant majeur, on reviendra là-dessus tantôt. Par exemple, je divulgue qu'il y a une infiltration d'eau dans ma propriété, mais que je ne l'ai pas réparé. Donc, je divulgue une information qui est un irritant important, mais en ne l'ayant pas réparé, mais ce que j'envoie comme message à l'acheteur, c'est que je ne prends pas soin de ma propriété. Donc, c'est effectivement très gênant puis inquiétant de divulguer une information comme celle-là, mais c'est important de le faire. Exact. Mais si, par exemple, on est en amont de notre processus de mise en vente et que l'on veut s'assurer de divulguer les informations, mais rassurer aussi l'acheteur qu'on a protégé l'intégrité de notre bâtiment, bien là, je pense que là, l'inspecteur peut devenir un professionnel à consulter. Par exemple, on met notre maison à vendre, là, on n'a aucune connaissance en construction, on veut s'assurer de bien connaître notre produit pour en divulguer les informations ou bien faire des réparations. Bien, qu'est-ce que tu peux faire, toi, dans ce processus? Écoutez, moi, je vous dirais que c'est sûr qu'on fait des inspections pré-achat. La plupart du temps, c'est des pré-achats. Mais la chose, ça serait primordiale, là, c'est l'inspection pré-vente. Là, parce que ton inspection pré-vente, là, ça te protège. N'oubliez pas qu'il y a la garantie légale toujours qui s'applique. Les gens appliquent la garantie légale. Ça veut dire avec mon inspection pré-vente, bien, c'est une déclaration au vendeur directement avec toutes les anomalies et toutes les mesures éventuellement correctives à faire et les experts à recouvrir justement pour faire ces réparations-là. Et ça peut aussi allumer aussi le vendeur à dire, écoute, avant que je la mette sur le marché, bien, j'avais pas vu tout ça. Je pense que je vais prendre un peu de responsabilité. Je vais faire, moi, venir les experts. Je vais réparer les choses qui sont à réparer et les points qui ne se sont pas faits, mais ça va être dans ma déclaration, ça va être noté dans mon inspection. Et le fournir à l'acheteur, bien écoutez, je pense que c'est la meilleure chose pour vendre une propriété, d'être vraiment limpide dans notre vente. Parce qu'il n'y a pas de vendeur nécessairement et qui sont de mauvaise foi, là, que je connais là, présentement, qui veulent cacher la réalité. Mais sauf que, vu qu'ils n'ont pas la connaissance requise de la science du bâtiment, bien, des fois, c'est pour ça qu'il faut affaire avec des experts qui peuvent expliquer des choses, des causes, et puis qui vont leur donner des solutions aussi à ce sujet-là. Là. Tout à fait. Moi, ça fait quand même au-dessus de 20 ans que je fais de l'immobilier. Puis c'est rare que je vois des propriétaires mandater un inspecteur pour en apprendre davantage sur leur bâtiment, pour réparer puis divulguer des nouvelles informations. Il y en a beaucoup qui le font. Je trouve ça bien. Je ne suis pas là pour recommander de faire ou ne pas faire telle chose. La seule affaire, c'est que je me rends bien compte aussi que lorsqu'il y a une inspection qui est faite pré-achat par l'acheteur, d'avoir un rapport qui est mis entre... en fait, qui permet aux 2 parties de discuter sur la base d'informations qui est apportée par un professionnel. Mais ça peut être intéressant à partir de ce moment-là. Souvent, nous, qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est que ça coûte moins cher par un propriétaire-vendeur de faire les travaux
que de faire les travaux. Par exemple, si moi, je suis un acheteur diligent, puis je me dis, bon, tu as des fondations à réparer, bien là, on a une soumission, on a 40 000 de soumission. Mais moi, comme acheteur, ça se peut que je te demande une baisse de prix supérieure à 40 000 parce que quand moi, j'achète ta propriété, j'achète un problème. Fait que oui, ça va me coûter 40 000, mais je prends aussi le risque associé à ça. Donc, le risque de gérer les travaux, le risque de surcharge de travaux, le risque de ça. Fait que c'est évident que moi, s'il y a des travaux de 40 000 à faire précis sur une fondation, je vais venir voir mon vendeur, je vais dire, bien, je vais te l'acheter, mais à 60 000, à 70 000 de moins pour couvrir le risque. Alors que quand tes vendeurs, ben, tu peux le gérer, toi, à l'interne, puis mieux le gérer. Exactement. Donc, en tant qu'acheteur, toi, tu vas associer la gestion du problème aussi à un coût. Donc, le coût lui-même, la gestion du problème, puis le casse-tête à une valeur. A une valeur. Qui va te servir à négocier à la baisse. Absolument. Tandis que si tu es le propriétaire qui vit ça, ben, de réparer toi-même le problème va non seulement te permettre de rejoindre un bassin d'acheteurs plus grand, mais de certainement pas avoir un irritant aussi qui va devenir un problème. En bout de ligne, tu as intérêt à négocier. Tu as intérêt à réparer. On l'a vu beaucoup. Les gens aujourd'hui sont occupés, les gens travaillent, les enfants et tout. Les propriétés clés en main, on la cote. Donc, clé en main, le niveau de tracas doit être au minimum. Fait que, tu sais, acheter une maison avec des tracas, c'est pas pour tout le monde. Si c'est pas pour tout le monde, ben, le prix peut être à la baisse aussi. Ben, c'est pour ça qu'en coaching, ce qu'on dit, c'est qu'une propriété qui est exempte d'irritants va trouver preneur non seulement beaucoup plus vite, mais parce qu'on rejoint beaucoup d'avantages d'acheteurs. Exactement. Fait que là, c'est intéressant parce que, bon, on a parlé de la déclaration du vendeur qui nous amène aussi à divulguer des informations. On va parler du certificat de localisation. On n'est pas du tout dans la qualité du bâtiment, on est plus dans la qualité des titres. Là, on veut s'assurer quand même que le certificat de localisation soit valide. On a parlé de la déclaration du vendeur. Moi, j'aimerais ça qu'on parle du deuxième document qui est super important, c'est le certificat de localisation. Pour un notaire, là, c'est quoi l'importance d'un certificat de localisation? Bien, le certificat de localisation a effectivement, c'est la plus grande importance qu'il y a. Le notaire en a absolument besoin pour pouvoir faire la transaction. C'est le premier document qu'on regarde parce que c'est le plan. C'est ce qui vient délimiter la propriété. On va regarder sur ce document, est-ce qu'il y a des empiètements? Est-ce que les servitudes sont rendues à quel endroit? De quelle façon est-ce que la propriété est délimitée? Est-ce qu'il y a de la non-conformité ou pas? C'est le document le plus important sur ce que l'acheteur et le vendeur est en train de vendre, en fait. OK, parfait, ça. Parce que là, tu parles de servitude, puis tantôt, on discutait ensemble en dehors des lignes, là. La servitude, ça peut affecter aussi la valeur d'une propriété. Énormément, énormément. Dépendamment si on bénéficie de la servitude, comme si on achète une propriété, on le voit souvent dans les propriétés riveraines. Si vous achetez une propriété et puis là, vous avez un accès à l'eau, quel type d'accès que vous avez? Est-ce que vous avez un droit d'usage? Est-ce que vous avez un droit de passage? Ceci étant dit, cette servitude-là, qui est à mon avantage, peut me donner de la valeur. À l'inverse, si quelqu'un passe sur mon terrain pour avoir accès à cette eau-là, bien, à l'inverse, ça peut m'enlever de la valeur. Fait que pour les évaluateurs, le certificat de localisation est un document excessivement important qui résume aussi cet aspect-là légal un peu du zonage et de l'urbanisme. On reviendra un petit peu à ça tantôt parce qu'on va parler d'établissement de la valeur marchande, là, puis on pourra parler peut-être justement des éléments qui viennent contribuer à donner de la valeur ou à en enlever. Excellent. On parlait du certificat de localisation. Moi, je veux savoir, parce que chez les notaires, il y a quand même une réponse assez claire quant à la validité d'un certificat. Les gens se demandent s'il y a une durée de vie à ça. La règle, c'est que le certificat de localisation va être accepté par le notaire s'il a 10 ans et moins, s'il n'y a eu aucun changement physique à la propriété. Par changement physique, on entend ajout ou retrait de clôture, deck, haies, cabanon, piscine. Bon, n'importe quoi qui apparaît sur le terrain, si c'est changé, on est censé en faire un nouveau. Par contre, si on est au-delà du 10 ans, même s'il n'y a eu aucun changement physique à la propriété, on va généralement en demander un nouveau parce qu'en fait, il faut tenir en compte des règlements de la ville. Et ça se peut qu'on ait une propriété qui était conforme avant et qu'avec un nouveau règlement, on ne l'est plus. Et donc, c'est le certificat qui va venir nous donner cette information-là. C'est pour ça que c'est important. OK. Bien, ça, c'est super important aussi. Puis, bien sûr, le certificat de localisation, il doit être fourni par le propriétaire-vendeur. C'est ça, hein? Exactement. OK. Donc, le propriétaire a l'obligation d'en fournir un qui est valide. Et, bien sûr, la production du certificat de localisation est aux frais du propriétaire-vendeur. Donc, c'est important que tout le monde le sache. Hein? Les propriétaires-vendeurs qui envisagent vendre leur propriété devraient, quand même assez tôt dans le processus, mandater un arpenteur géomètre parce que l'arpenteur doit se rendre sur place, doit faire son analyse et tout ça. Puis, présentement, comme c'est un marché
complètement fou Oui. pour avoir vécu l'expérience dans les dernières semaines. Mais les arpenteurs, ils ont des délais d'environ 8, 10, 12 semaines pour produire Exact. un certificat de localisation. Les prix varient, donc aussi les vendeurs. Vous devriez communiquer avec différents arpenteurs géomètres, magasiner les prix, mais magasiner aussi les périodes de production du document parce que si vous devez passer chez le notaire dans les prochaines semaines puis que votre certificat n'est pas valide, bien, ça pourrait occasionner soit des délais, donc des retards de production de l'acte de vente. Mais en tout cas, certains notaires vous diront que c'est possible quand même de passer à l'acte en achetant une assurance titre. titre. C'est ça. Mais Hein? c'est un frais supplémentaire qui s'ajoute pour le vendeur. Donc, Exactement. Donc, l'assurance titre, c'est le notaire qui s'en occupe. C'est aux frais du vendeur, c'est au bénéfice de l'acheteur, mais ça n'enlève quand même pas l'obligation du propriétaire de faire produire son certificat de localisation puis de le fournir en temps et lieu. C'est ça. OK, parfait. Bon, ça pour moi, là, ça vient, si on veut, là, clore la partie préparation. Ensuite de ça, il y a la question de la fixation du prix de vente. Parce qu'avant de parler de mise en marché, on veut savoir combien vaut notre propriété. Tu sais, les propriétaires se posent la question, je l'annonce à quel prix? Tu sais, on peut le faire nous-mêmes, on peut demander à notre beau-frère de nous aider à établir la valeur marchande. À les écouter, ça vaut toujours 1 million. Quand vient le temps de l'acheter, ils ne sont pas prêts à l'acheter. On peut demander à 2-3 personnes aussi qui sont dans le milieu de donner leur opinion, mais ça peut être parfois des opinions qui sont partiales. Moi, j'ai tendance à faire affaire avec des évaluateurs agréés, mais je considère que ce sont les personnes les plus habilitées à le faire, plus objectives et impartiales. Là, un vendeur de... Non, mais j'apprécie. On a peut-être un poste pour vous à la représentation de... Ben, Louis, en fait, il faut comprendre, c'est parce que moi, il y a quelque chose que j'apprécie particulièrement, c'est votre formation. C'est que vous semblez avoir une formation qui est quand même assez longue dans le temps. Vous parlez un peu de pas de la profession, mais plutôt de la formation que les évaluateurs ont avant de pouvoir pratiquer puis signer évaluateur agréé. Pour signer évaluateur agréé, on a une formation universitaire de 3 ans, un bac en administration des affaires avec une majeure ou une spécialisation, soit immobilière, urbaniste ou des choses comme ça. Ensuite, nous devons faire un stage d'à peu près 48 semaines. Je dis 48 semaines, mais c'est pas à peu près, c'est 48 semaines, sous l'ordre d'un évaluateur senior, approuvé par l'OAQ. Ensuite, nous passons un examen. On doit avoir des normes de pratique, réussir l'examen de normes et pratiques et réussir l'examen écrit et oral dispensé par l'ordre. Donc, c'est un processus qui dure entre journée 0 et à la fin, peut-être entre 4 et 5 ans. Mais là, lorsqu'on a fait cette connaissance-là, on a une connaissance, mais il n'y a rien de mieux que le terrain pour apprendre les marchés. Parce que l'évaluateur, qu'est-ce qu'il fait? C'est de suivre les tendances du marché. Et les bonnes tendances du marché, c'est qu'il faut avoir les mains dedans, il faut connaître le marché, il faut connaître les délimitations de certains secteurs. C'est pour ça que des fois, mettons, on évalue une propriété dans un tel secteur, bien, il y a une baisse de prix dépassée à une certaine artère. Il faut le connaître, il faut le savoir, il faut l'avoir analysé, il faut l'avoir compris. Toutes les nuances du marché. Toutes les nuances du marché, exactement. Pour pouvoir produire un rapport qui est à jour. Qui est à jour, qui est complet, puis qui va vous donner de bons arguments aussi pour vendre. T'sais. OK, parfait. Ben moi, je veux le savoir, ça, justement. Parce que les propriétaires là, qui écoutent l'émission, eux autres, ils se demandent, écoute, moi, quand j'ai pas de connaissances en immobilier, je veux bien faire affaire avec un évaluateur agréé, mais qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que souvent, le propriétaire va dire, ouais, mais t'es un peu... Il va utiliser des comparables, là, mais hey, ma maison est incomparable. Ma maison, là, est incomparable. Ben, pas parce qu'il la met sur un piédestal, parce que c'est vrai, il se dit, écoute, les voisins sont pas pareils comme la mienne. Là. Non. Fait que là, dans le fond, j'aimerais ça que tu me dises sur quoi tu te bases pour faire une analyse comparative, puis en arriver à conclure qu'une propriété a une valeur de temps. Ben, en partant, notre travail consiste obligatoirement à une visite des lieux. Donc, la visite des lieux est excessivement importante pour avoir le pouls du secteur de la propriété. Je fais souvent référence, j'avais évalué il y a quelques années une résidence unifamiliale. Et puis, lorsque je mesure 6 pieds 3, lorsque je rentre dans la résidence unifamiliale, les plafonds du premier étage étaient à 6 et 8. Donc, sur photo, ça ne paraît pas. Mais lorsqu'on le vit, lorsqu'on est à l'intérieur, on le sait. Fait que ça, pour nous, c'était une des études. En partant, une visite est excessivement importante. Une communication avec les propriétaires pour savoir quel a été l'entretien, quelles ont été les choses à faire à court et à moyen terme. On va toujours contacter, regarder le certificat de localisation, la déclaration du vendeur. Donc là, on va avoir pris l'ensemble des informations. Une fois qu'on a ces informations-là, on va s'asseoir dans nos bureaux, puis on va analyser le marché. Comme je vous ai dit, pour faire l'évaluation d'une propriété, toujours 2 aspects. Le terrain
la propriété. Si on réussit à trouver des propriétés comparables dans des secteurs comparables, qui ont une valeur de terrain similaire, parfait, on y va comme ça, on établit notre valeur de terrain. Ensuite, on va analyser la propriété. On va séparer les deux, puis on va analyser la propriété. Qu'est-ce qui donne la valeur? L'âge du bâtiment va donner de la valeur. Les ajouts qui ont été faits. Garage, piscine, tous ces ajouts-là vont être tenus en compte. Donc, le principe va être le même que dire, si mon voisin s'est vendu 400 000, mais avait des ajouts d'un garage, une piscine, un ci, un ça, donc moi, logiquement, je devrais valoir moins. Combien je peux valoir? Et nous, ça va être de quantifier ces ajouts-là ou ces manquements-là. Donc, quand on parle d'ajouts, on parle de caractéristiques qui nous différencient. Exactement. Par exemple, quand on analyse la valeur d'une propriété, on ne dit pas vous avez fait telle ou telle ou telle rénovation, parce que la réalité, c'est pas le avant et le après, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que cette propriété a à offrir et combien vaut-elle dans le marché. Exactement. C'est excessivement. Les gens ont souvent tendance à faire une addition de certaines choses. Donc, j'ai acheté ma propriété à 300 000, j'ai mis une cuisine à 65 000, j'ai mis une piscine à 35 000, donc elle vaut 430 000. Ceci étant dit, le marché ne réagit pas comme ça. Une piscine, une cuisine à 65 000 dans un marché de maison à 300 000, la proportion de cuisine-maison, ça ne marche pas. Fait que les gens ne paieront pas les 65 000 investis. À l'inverse, dans une maison de 1 million, 2 millions, cuisine à 65, c'est parfait. Fait qu'on est en train quasiment de donner des conseils d'investissement. Et voilà. Une maison de 200 000, on ne met pas une piscine à 100 000 dans la cour. Non, ça ne vaut pas la peine. La majorité des acheteurs de 200 000 n'investiront pas une somme comme celle-là. Et la majorité des acheteurs qui seront prêts à l'acheter ne reconnaîtront pas cette valeur-là non plus. Et voilà. Donc, c'est pour ça que faire affaire avec un évaluateur en début de processus pour s'assurer d'identifier la valeur marchande de notre propriété pour ensuite demander un prix qui va être justifié et compétitif, c'est la chose à faire. C'est la chose à faire. Comme je dis à tous et chacun, par contre, nous, on établit un prix avec des comparables vendus. Super important de faire ça. La différence, c'est qu'on n'est pas tous aussi bons négociateurs. Fait que je dis à tous mes clients, si j'ai évalué votre propriété à 500 000, faites-moi plaisir. Mettez-la plus chère que 500 000, mettez-la à 515, mettez-la à 520. Moi, j'établis le prix de vente suivant une négociation juste et équitable. Si j'évalue 500 000, je doute que ça soit logique de le mettre à 600. Mais moi, un 5-10 000 de plus, allez-y. Parce qu'après ça, c'est le jeu des négociations embarque. Mais ce que je comprends, c'est que c'est pas que c'est une marge d'erreur. Non. C'est que tu conclus que la propriété a une valeur de temps dans le marché basée sur ton analyse, mais qu'il est possible qu'un acheteur soit disposé à payer un peu plus. Un peu plus. Parfois un peu moins aussi. Parfois un peu moins selon également. Le marché, selon le marché, selon la négociation. Donc, moi, c'est vraiment le prix le plus probable qui peut être vendu. Et Louis, dans les comparables que tu utilises les propriétés qui ont été vendues majoritairement parce que tu ne regardes pas ce qui est à vendre, tu regardes ce qui a été vendu. Donc, des ententes satisfaisantes entre un acheteur et un vendeur. Et ça, c'est sans considération que ce soit une vente du proprio ou une propriété vendue courtier. Là. Exactement. Seul bémol, je regarde qu'est-ce qui est à vendre. Parce qu'en évaluation, il y a le principe de substitution. Ça veut dire que si je peux acheter la même propriété à un prix moindre ou équivalent, pourquoi, si j'ai deux propriétés similaires, puis là, moi, j'évalue une propriété à 500 000, puis le voisin est affiché à 405 000. Qu'est-ce qui justifie que quelqu'un viendrait payer 50 000 de plus que le voisin qui est actuellement en vente? Oui, je comprends. Fait que, tu sais, c'est important pour avoir cette connaissance-là du marché, c'est important de savoir aussi qu'est-ce qui s'est vendu. Parce que nous, on le fait, mais dans le monde que l'on vit aujourd'hui, avec l'information, tout est disponible. C'est sûr que si on manque que le voisin est en vente actuellement, le propriétaire va nous le faire savoir. OK. Donc, dans tes rapports, tu ne sors pas à vendre? Là. Non, moi, je ne le sors pas à vendre. Dans ta conclusion, tu n'en tiens pas compte? J'en tiens pas compte, mais moi, en tant qu'évaluateur et professionnel, je me dois de prendre un 10, 15, 20 minutes pour regarder où est le marché actuellement dans ce secteur-là. C'est intéressant. Si je peux me permettre, moi, dans ma profession, en fait, de par mon expertise, je ne dirais pas c'est une profession, mais j'ai une expertise, ça fait 20 ans que je fais de l'immobilier, je fais du coaching. Quand on voit, par exemple, une conclusion, mettons, à 500 000 d'une propriété vendue, mais qu'il y a des propriétés qui sont à vendre, une propriété qui est à vendre à 405, moi, je n'irais pas jusqu'à dire que je vais présumer que le marché est à la baisse. Tu es d'accord avec ça? C'est peut-être un cas particulier d'une personne qui doit vendre très rapidement selon les circonstances de sa mise en vente et que je ne vais pas nécessairement tenir compte parce que je suis convaincu que ça vaut 500. Je vais plutôt attendre peut-être que celle-là se vende, puis après ça, je vais attendre mes achats. De toute façon, le prix qu'on va annoncer va générer ou non de l'intérêt.
Hein? Si ma propriété vaut 500 000 puis j'en demande 600, il est fort à parier que je ne recevrai pas d'appel. Si ma propriété vaut 500 000 puis j'en demande 400, je risque d'avoir beaucoup d'appels puis de vendre très rapidement. Ça, on ira tantôt là-dessus parce qu'on parle d'un marché qui est fou. On parle de surenchère. Très fou. Ces temps-ci, on parle de surenchère. Puis peut-être qu'on pourra regarder aussi, parlons-en maintenant, parce qu'on est en train de parler justement de valeur, de prix demandé. Puis tantôt, tu as dit, je pense que ça vaut 500. De grâce, demandez un peu plus, accordez-vous une marge. Chez Duproprio, c'est important de savoir deux choses. Puis là, c'est de l'autopromotion. Ceux qui nous écoutent vont se dire, coudonc, il fait-tu de la publicité du Duproprio? Je travaille pour Duproprio, je connais bien nos services, puis c'est important que vous le sachiez. Les propriétaires vendeurs qui adhèrent à Duproprio ont accès à un service d'évaluateur agréé. Donc, on a des évaluateurs qui travaillent chez Duproprio, qui préparent des collectes de données. Donc, ça permet aux propriétaires quand même d'avoir accès aux vendus, d'avoir une bonne idée de la valeur du marché pour ensuite se positionner. Maintenant, une collecte de données puis un rapport d'évaluation détaillé, c'est deux choses complètement différentes. Mais quand même, c'est des outils qui sont disponibles pour pouvoir faire cette analyse de la valeur du marché. Et puis, quand on dit qu'un propriétaire qui veut récupérer 100% de la valeur marchande de sa propriété dans ses poches, c'est important qu'elle fasse, cette personne-là, toutes les démarches nécessaires pour ne pas se tromper et puis optimiser sa vente. Maintenant, on parlait de la marge de négociation tantôt. Tu parlais dans les 515 sur 500, 520 sur 500. Moi, je donne une information qui est pertinente, c'est que la marge de négociation moyenne sur Duproprio, c'est-à-dire si je prends les prix demandés et les prix vendus divulgués par nos clients, c'est entre 3 et 4 Fait que ça rentre exactement dans ce que tu disais, c'est-à-dire que si la marge de négociation moyenne chez nos clients est d'environ 3-4 ça peut être un bon élément à prendre en compte pour choisir un prix qui va être stratégiquement efficace pour générer de l'intérêt puis voir les acheteurs se manifester. Fait que beaucoup de mots, je conclue là-dessus parce que je pense qu'on a bien compris l'importance de faire affaire avec un évaluateur agréé pour établir la valeur marchande. On va aller ensuite de ça, si on veut, vers la mise en marché. Ça, je disais tantôt, ça aurait été le fun d'avoir un représentant pour qu'il vienne un peu nous parler là, de qu'est-ce qu'on offre là, dans tout ça, mais je vais résumer simplement, quand on veut vendre notre propriété, on a besoin d'avoir de la visibilité. On veut être vu, puis là, on est en 2020, c'est assez facile aujourd'hui d'obtenir la visibilité. Je veux dire, les grandes plateformes pour la mise en vente immobilière, elles existent, Duproprio, Centris. Ça permet justement de rejoindre des millions de visiteurs par mois. Ça, c'est facilitant pour les propriétaires. Mais ce qui est super intéressant aussi, c'est d'avoir accès à différentes technologies. Les visites virtuelles 3D. J'en parle aujourd'hui davantage parce qu'avec la COVID, on l'a vu, des déplacements inutiles, c'est à éviter. Hein, là, quand on visite des propriétés, évidemment, on veut les visiter physiquement, mais si on veut éviter de se déplacer inutilement, la visite 3D permet cette possibilité de visiter 24 heures par jour, 7 jours semaine, les propriétés comme si on y était. Fait que ça, c'est un gros plus. Énormément sur Duproprio, on a des milliers. Sur Centris, il y a certainement également des courtiers qui font la promotion de ça. Puis là, je vois maintenant le drone sur la table de notre inspecteur. Il y a tellement d'outils technologiques pour faire la mise en marché d'une propriété de façon efficace. Ouais. Je veux dire, pourquoi passer à côté de la technologie quand on y a accès? Exact. Hein? Exact. Tournons pas le dos là-dessus. Exactement. Ah, OK. Là, moi, je pense que pour la mise en marché, on a compris qu'il faut être vu. C'est accessible, il y a des outils technologiques. Je vais simplement, avant de passer à la prochaine étape, recommander aux propriétaires qui nous écoutent de poser des questions, d'aller consulter les offres de services par les différentes personnes, différentes entreprises qui offrent des services de mise en marché immobilière, comparer les services, comparer les coûts. Chez Duproprio, ça coûte 1 500 $ plus taxes maximum. Il n'y a pas de commission à la vente, fait que ça, c'est à considérer aussi. Après ça, faites vos devoirs pour les autres offres de services. Pour la suite, on va regarder la réception des appels, pour les visites, la négociation, puis la conclusion là, de la transaction. Moi, je voulais savoir, il y a un acheteur là, qui se présente, il va vouloir négocier. Vous autres, les propriétaires, là, vous mettez en vente, vous faites ça une fois de temps en temps, vous n'êtes pas nécessairement très connaissant de cette démarche-là, ça peut vous stresser. Est-ce que ça peut être stressant? Oui. Ça peut être stressant, c'est normal, c'est l'inconnu. À partir de là, le stress, il faut que ça se gère si on veut garder nos sous dans nos poches. Autrement, on va se dire, je vais mandater quelqu'un qui va s'en occuper, mais il n'est pas dit qu'on ne va pas se stresser quand même, parce que dans la mise en marché d'une propriété, là, on doit impliquer des énergies puis du temps.
peu importe comment on s'en occupe, il faut qu'on investisse du temps d'ailleurs. Je parle beaucoup, mais en même temps, je pense que ça va aider les gens à se positionner. Il y a un sondage qui a été réalisé par une firme qui s'appelle Haddock, qui a réalisé en fait que peu importe la manière de vente, les Canadiens vont investir en moyenne 30 heures dans leur processus de mise en marché là, jusqu'à la vente de leur propriété. Qu'on vende par nous-mêmes, qu'on vende avec un courtier, on investit du temps, on fait le ménage, on reçoit des visiteurs, on va prendre part à la négociation, on va être présent lors de l'inspection. C'est tout du temps, ça, qu'on va devoir investir dans cette démarche, d'une manière ou d'une autre. Et puis la prendre en charge, bien sûr, on peut réaliser certaines économies. Mais comme je disais, la prendre en charge, ça peut être stressant, mais c'est bon d'être accompagné par des professionnels. Vous êtes notaire chez Duproprio. Est-ce qu'on a des clients, des propriétaires vendeurs qui vous appellent à tous les jours pour vous demander de les accompagner justement dans le formulaire d'offre d'achat? Absolument. Oui. C'est quoi là, les questions qu'on vous pose? Est-ce qu'on vous demande, par exemple, si on a bien rempli telle clause? C'est quoi exactement qu'on vous pose comme question? C'est tellement varié parce qu'on est là dès que les gens commencent leur processus, donc même avant d'avoir affiché leur propriété sur le site, ils peuvent nous appeler, ils vont poser des questions sur la déclaration du vendeur, quand la remettre, quoi indiquer. Ensuite, quand ils vont commencer des visites, ils vont nous demander, qu'est-ce que je remplis? Est-ce qu'on peut vérifier avec vous? Donc, avant même de prendre une décision, on recommande souvent de recevoir l'offre, de dire merci. Il faut faire attention au verbal parce que le verbal lit. Donc, de dire merci pour l'offre, je la considère. Et puis ensuite, de nous appeler. On peut valider avec eux le document. Ils vont nous appeler quand c'est le temps des conditions. Est-ce que le délai est dépassé? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu l'inspection qui a été faite. Comment ça se passe après? C'est quoi les conséquences? On fait des modifications. Il y a tellement de questions qui peuvent être posées, mais on est là du moment où ils affichent jusqu'au passage chez le notaire. Exactement. Donc, on les suit du départ jusqu'à la fin. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on est en amont dans cette partie-là, c'est qu'on les aide avant, or que normalement, le notaire est généralement placé à la fin. Donc, c'est ce qui est intéressant. On est là pour les accompagner tout le long. Ah, ça, c'est super, ça. Puis les gens qui, par exemple, n'ont pas encore téléphoné pour parler avec un notaire, que ce soit les notaires de Duproprio, que ce soit la ligne 800 notaire, parce que les gens peuvent avoir aussi l'information. Ils prennent connaissance des formulaires, puis là, ils ont des questions certainement. Mais est-ce qu'il y en a un document sur le site qu'ils peuvent utiliser pour aller chercher de l'information, pour se guider à travers le processus? Y a-t-il un formulaire détaillé, des exemples, de la littérature? C'est-tu compliqué? Ils ont beaucoup... moi, je pense personnellement qu'ils ont beaucoup de documents. Il y a premièrement le guide qui peut les aider. On a aussi l'offre d'achat que nous, on appelle communément avec des bulles. Donc, c'est l'offre d'achat explicative. Après ça, bien sûr, il y a les ressources aussi. Donc, ils peuvent vraiment nous appeler, mais vraiment de façon papier. Ils ont énormément de ressources pour pouvoir, au moins, en tout cas, débuter une lecture qui pourrait les apporter, ou plutôt les amener à comprendre ce qu'ils vont devoir faire. OK. Moi, je trouve ça intéressant d'avoir accès à de l'information, parce que, regarde, ce qu'on fait là, présentement, c'est qu'on donne de l'information aux gens. Après l'émission, assurément que les gens vont en savoir davantage. On les a aidés. C'est l'objectif. Quelqu'un qui est allumé, quelqu'un qui a compris des choses va pouvoir être beaucoup plus autonome, puis surtout, une fois qu'on a acquis une expérience, bien sûr, on va récidiver. Fait que c'est une première vente, puis ça se passe bien. Dans le futur, il va y avoir une deuxième vente, il va y avoir des gens autour de nous, de la famille qui vont vouloir vendre. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est connaissant? On va les accompagner, on va les inciter à prendre des bonnes décisions, puis à aller voir les bons professionnels. On parlait tantôt de surenchère, on parlait des formulaires, tout ça, mais la surenchère, en fait, ça peut aussi être généré. Parce que là, les gens en parlent, ça nous stresse, on sait qu'on peut se rapporter à vous, les notaires, pour prendre de bonnes décisions, mais on veut la générer, cette surenchère-là, parce que est-ce que c'est vrai qu'en tant que propriétaire, on veut obtenir le meilleur prix, puis à la limite, on veut faire le maximum de profit? Hein? Qu'on soit un propriétaire occupant, qu'on soit un investisseur, qu'on soit une maison, condo, plex, on veut récupérer le maximum de la valeur de notre actif immobilier. Puis ça, c'est non seulement légitime, mais c'est souhaitable. L'acheteur, quant à lui, veut toujours payer le moins cher, mais quand on a plusieurs acheteurs qui ont un intérêt en même temps, mais évidemment, ça permet d'obtenir davantage. Mais moi, ce que je donne comme conseil, puis peut-être que vous allez pouvoir aussi renchérir sur qu'est-ce que vous dites à nos clients quand ils se retrouvent dans cette position-là. Moi, je recommande à nos propriétaires, vendeurs, de mettre en vente, de regrouper les visites dans une plage horaire assez restreinte. C'est-à-dire, par exemple, la visite va avoir lieu samedi entre 10h et 16h, par exemple, pour s'assurer d'avoir 2, 3, 4, 5 visiteurs, un après l'autre, qui vont visiter chacun leur tour, mais qui vont quand même voir qu'il y a une certaine affluence.
ça va certainement stimuler leur intérêt. Le propriétaire peut aussi, à partir de ce moment-là, dire si vous avez de l'intérêt, bien, je vous invite à me formuler une offre d'achat. Je vais la consulter, mais je vais y répondre à partir de telle heure, tel jour. Fait que là, il va y avoir plusieurs acheteurs qui vont faire chacun leur offre d'achat, puis à partir de ce moment-là, mais le propriétaire pourra prendre une décision. Mais qu'est-ce qu'on dit à un propriétaire si on veut l'aider pour pas qu'il se mette les pieds dans les plats? Bien, surtout, moi, ce que je dis souvent aux clients, c'est de faire attention au verbal. C'est très important, je l'ai dit tout à l'heure. Le verbal lit. Donc, quand vous répondez, quand vous prenez les offres, vous dites aux gens « Merci pour votre offre, je la considère, je vous reviens avec une réponse. » C'est très clair qu'on n'a rien accepté. Et ensuite de ça, effectivement, c'est ce qu'on dit aux clients, c'est vous pouvez faire des visites regroupées, dites que vous voulez un délai jusqu'à telle date pour pouvoir donner une réponse. Et à ce moment-là, rien ne vous empêche de retourner vers les gens qui vous intéressent et de leur dire, écoutez, avant de prendre ma décision, je voulais juste savoir si vous vouliez bonifier ou bien si c'était votre meilleure offre. Et là, les gens vont pouvoir soit dire, oui, je veux donner plus ou non, c'était ma meilleure offre. Donc, on ne fait pas une contre-offre parce qu'en faisant une contre-offre, on ouvre la porte. Les gens, s'ils acceptent notre contre-offre, bien, on est liés. Donc, on ne peut pas faire 3 offres. On ne peut pas faire 3 contre-offres en même temps. Non. Donc, tant qu'on n'a pas fait de contre-offre ou d'acceptation, que ce soit verbal ou écrit, on est lié à personne. Et puis, il n'y a pas de priorité dans les ordres. Ça, c'est souvent une question qui revient. Mais là, il m'a donné l'offre en premier. Est-ce qu'il faut que je réponde en premier? Non. On peut vraiment y aller avec qui on souhaite aller. OK. Donc, c'est bon. Ça permet justement de générer de la surenchère, optimiser le montant de notre vente. Puis, bien sûr, bien, si je peux donner un conseil par rapport à tout ça, c'est lorsqu'on accepte une offre d'achat d'un des offrants, c'est de s'assurer que les autres sont traités avec respect en les informant qu'on a pris une décision d'aller de l'avant avec un acheteur, mais qu'on désire s'assurer qu'ils désirent qu'on les rappelle si jamais il arrive quelque chose. Parce que si ça ne fonctionne pas, on veut s'assurer que ces gens-là se soient sentis respectés dans le jeu de la surenchère qui est, disons-le, certainement déplaisant dans bien des cas. Mais ça, c'est quelque chose, je m'excuse, mais c'est quelque chose que je prends le temps de dire souvent aux gens quand, par exemple, ils ont finalement fait leur choix. Ils me disent, bien, qu'est-ce que je fais des autres? Puis je leur dis, écoutez, ces gens-là ont pris la peine de vous démontrer un intérêt sur votre propriété. Ce n'est rien que de prendre une minute pour dire merci. J'ai finalement accepté quelqu'un d'autre, je vous refuse, mais sachez que j'ai votre nom, numéro de téléphone, puis si jamais ça ne fonctionnait pas, puis que vous êtes toujours intéressé, je vous rappellerai. Et déjà là, on vient de créer un deuxième lien avec cette personne-là qui, à mon avis, va permettre à la personne de peut-être revenir ou d'attendre. Tout à fait, tout à fait. C'est un respect. C'est un respect. C'est le respect, puis ça nous permet d'avoir un plan B si jamais ça avortait. Exactement. Mais je pense qu'à retenir, le respect, c'est super important. Parce qu'une transaction immobilière, oui, c'est une démarche qui est très grande, mais la relation humaine qu'on développe quand on négocie, quand on fait une transaction comme celle-là aussi est très importante. Fait que là, vous avez mis votre maison à vendre, on a généré de l'intérêt, on a reçu une offre d'achat, l'acheteur a fait faire son inspection. Il était préqualifié, puis là, ben, le propriétaire, il reçoit une belle lettre, là, c'est marqué préqualification hypothécaire. Moi, j'ai besoin de vous entendre, les notaires, parce que souvent, les propriétaires se disent, ben, mon acheteur est déjà qualifié, mais là, il vient de recevoir son offre d'achat, puis il dit, c'est réglé, il reste juste l'inspection à faire. Non? Parce qu'une préqualification hypothécaire, c'est passé? Bien, nous, dans notre langage, puis moi, je vulgarise beaucoup quand je parle avec nos clients, donc je vais littéralement dire, ça ne sert à rien. Juste pour trancher, parce qu'en théorie, c'est bien que la personne soit préqualifiée. Donc, c'est pas pour dénigrer le document, c'est plus pour montrer que après être préqualifié, normalement, justement, la clause qui parle d'avoir l'engagement hypothécaire, l'acheteur a un certain délai pour nous l'emmener et ce document-là qu'on reçoit est véritablement l'engagement de la banque envers la propriété qu'elle entend hypothéquer. OK. Et donc, dans ce document, c'est très simple, c'est pas très long, une page, parfois il peut y avoir quelques lignes de l'autre côté, mais c'est véritablement le nom de l'acheteur, l'adresse de la propriété, puis vous ne devriez pas y trouver de conditions dedans. Bien sûr, il y a des conditions qui sont propres à toutes les institutions financières confondues, donc on va parler, par exemple, qu'il ne faut pas qu'il y ait de changement dans la vie financière de l'acheteur, puis qu'il ne faut pas non plus qu'il y ait de problèmes qui soient arrivés entre-temps à la propriété. Donc, c'est ça. OK. Donc, une préqualification, c'est un préliminaire. Une acceptation hypothécaire, ça vient une fois que l'acheteur a fait une offre d'achat, que le propriétaire l'a acceptée. L'acheteur part avec son offre d'achat, sa promesse d'achat. Il fait une demande officielle à l'institution bancaire qui fait une analyse. Il revient ensuite avec la réponse. Donc, une acceptation ou un refus. Mais c'est une acceptation, donc on a toutes les informations que vous avez nommées. Puis c'est à partir de ce moment-là qu'on peut considérer la propriété vendue. Voilà. Donc,
Une offre d'achat acceptée dont toutes les conditions qui étaient dans l'offre d'achat ont été réalisées dans les délais. Ça devient un contrat qui lie juridiquement les deux parties. Voilà. On veut aller chez... Et on doit acheter. Donc, on s'en va chez le notaire. C'est ça. Oui. Parfait, excellent. Écoutez, ça fait le tour de toutes les étapes. Je suis convaincu que les propriétaires savent maintenant davantage là, où se diriger pour aller pour procéder à ces étapes. Merci les notaires. Avec plaisir. Richard Oliva, technologue chez Habitation Prestige. Est-ce que tu veux nous dire, as-tu un site web où on peut aller vérifier? Oui, ça me fait plaisir. Au www.habitationprestige.com. Vous pouvez voir dans notre site justement les outils de travail comme vous voyez le drone, OK? Les appareils thermographiques aussi, tout ce qui s'appelle outillage. Puis vous avez aussi des exemples de rapports pré-achat, pré-réception, expertise aussi, vis caché. Je fais tout ça de ce côté. Bon, mais super, Richard. Je présume que vous appelez, c'est la meilleure chose à faire aussi. C'est ce qu'il faut faire. Merci, Richard. Merci. Louis Bergeron, merci beaucoup de ta Merci présence pour les évaluations. Veux-tu nous parler un peu de ta boîte? Ben oui, on est une boîte d'une 50aine de personnes. On fait de la gestion et de l'évaluation immobilière. Aujourd'hui, on parlait beaucoup de l'évaluation immobilière. On fait commercial, résidentiel. On connaît beaucoup les évaluateurs pour tout ce qui est un processus d'achat ou de vente, mais on agit aussi à titre pour tout ce qui est succession, taxation, expropriation. Donc, il y a différentes façons qu'on peut vous servir. Donc, n'hésitez pas à contacter notre site www.hpdg.ca. Parfait. Puis on Merci. vous appelle aussi si on a plus de questions. Personnellement, je vais prendre appel. Merci. Merci. C'est bien gentil. Bonne journée. Écoutez tout le monde, je vous remercie beaucoup. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur nos experts, je vous invite à aller sur districthabitat.ca. Vous allez pouvoir également voir quels sont les exposants de tous les salons qui vont avoir lieu dans les prochaines semaines. Allez visiter les districts professionnels, promoteurs, condos, maisons neuves, encore les mini-maisons, chalets, préfab. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, à vous abonner à la page Facebook et puis, bien sûr, tous les midis, l'émission Districtement Habitat. Salut à tous et à bientôt pour une nouvelle émission Districtement Habitat. Since I'm bringing all my heart, reaching out. Since I'm bringing all my heart, reaching out. Cette semaine, on est heureux de vous offrir la possibilité de gagner un bon d'achat applicable sur des électroménagers de marque Général Electric. Et ça, c'est dans le cadre de notre grand concours Districtement Habitat en collaboration avec Visite Libre. En fait, pour participer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site districthabitat.ca pour remplir le bon de participation et on va faire tirer les gagnants la semaine prochaine. Donc, d'ici là, bonne chance à tous!